J'ai un problème, je décompose. J'aime pas ce truc-là, mais c'est ok. Bon, alors avant de commencer le cours, bon d'abord merci d'être venu, voilà. Hein, j'espère que vous n'avez pas perdu le chemin. Alors est-ce qu'il y a des gens qui sont nouveaux et qui n'ont pas assisté aux 2 premiers cours? Oui. Bon, et excusez-moi, vous savez, qu'est-ce que vous savez en astronomie? Bon. Non, c'est pour savoir quel niveau je dois présenter les choses, c'est tout, c'est simplement ça. Et vous? Bon, d'accord. Donc, enfin, oui, toi, tu sais des trucs quand même. Quoi donc? C'est la première fois que je viens. Oui, mais d'accord, mais tu sais comme des trucs en astronomie, j'espère. Bon. Non, c'est peut-être pour savoir simplement quel niveau je dois présenter le discours, c'est ça. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, nous avons été obligés d'interrompre 2 cours, hein. Donc, voilà, il y avait le cours, ici, il y avait 2 cours, donc j'ai tout décalé voilà. Bon, et j'ai rajouté ici, donc 2 cours. Que d'habitude, j'évite de mettre des cours si tard dans l'année parce que l'expérience montre que il y a, là, quand arrive les mois d'avril et mai, il y a toutes les vacances scolaires, quand c'est pas pour Paris, c'est pour une autre partie de la France, et que les gens ont des enfants, ou des petits-enfants, etc. Et puis il y a tous les congés de mai. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui puisse... bon, il y a un truc qui passe, je crois qu'il y a quand même un des cours qui est quand même pendant les vacances scolaires, mais pas les vacances de Paris. Alors est-ce que ça vous va dans l'ensemble? Regardez vos agendas chargés, et puis... Voilà. C'est bon? Bon. Alors, voilà. Bon, alors, je sais pas. Je te file un papier? Tu vas le mettre sur Internet? Qu'est-ce qui met c'est Maria qui met sur Internet? Bah, le nouveau programme, les nouveaux calendriers. Ah bon, parce que sinon j'avais pris des feuilles de papier à cette intention. Alors que j'ai laissé la fin, mais tu vas obligé de la mettre la fin, hein, la première partie est simplement. Bon. Pardon? Avec les nouvelles dates? Ben, c'est pas possible. Ah bah, c'est justement, c'est ça que ça change tout. Je sais bien qu'il est sur le site de la SAP, mais les 2 dernières dates, non. Ou alors la télépathie marche mieux que je ne le pensais. Tiens, si tu peux en avoir besoin. Voilà. Voilà, donc je garde les mêmes sujets. Donc aujourd'hui, on doit traiter ce qu'on aurait dû traiter le 5 décembre, c'est la recherche récente dans le système solaire. Bon. Voilà, alors là, tout de suite, c'est pas du tout ça. L'illustration n'est pas du tout adaptée. C'est effectivement dans le système solaire, ce sont les canaux de Mars imaginés tels qu'imaginés par Flammarion. Donc c'est pas du tout les recherches récentes, mais c'est quand même très très intéressant. C'est très rigolo de regarder les paysages tels qu'ils sont dans les livres de l'époque Flammarion et les illustrateurs de Flammarion. Puis comme il y a plusieurs éditions, il y a toutes sortes d'illustrations différentes, ont une imagination tout à fait épatante. Ça date de quand, ça, Flammarion, ça doit être les terres du ciel, c'est son premier, je sais pas, c'est la deuxième moitié du 19e, hein, peut-être vers 1860, je sais pas quelle date il a écrit les terres du ciel, il était très très jeune, hein. 1860, 1880, mais je sais pas quelle édition c'est aussi, hein, c'est ça, il y a eu plusieurs éditions, je me souviens. Non mais c'est très intéressant justement de regarder, alors, là il y a les canaux, encore ça c'est encore relativement sobre, mais il y en a où il y a Vénus avec des arbres, avec des ruines, avec un tas de choses, c'est très très chouette. Voilà. Bon, puis surtout quand on voit les trucs sur Jupiter aussi. Bon voilà, alors actuellement, donc je sais pas exactement, bon on reprend un petit peu peut-être les choses que je vous ai déjà dites dans les cours précédents parce que je pense que vous avez oublié, voilà. Et puis il vaut mieux que les choses, que le cours soit dans l'ensemble. Bon, donc la recherche de la vie, donc le sujet du cours cette année, c'est donc la recherche de la vie dans l'univers, et actuellement donc on parle du système solaire, et je dis donc il y a 2 raisons pour lesquelles la recherche de la vie dans l'univers, qui était, quand j'ai commencé l'astronomie, c'était absolument pas traité, hein, et puis même longtemps après. Donc il y a eu 2 choses, il y a les découvertes dans les planètes et satellites du système solaire, principalement par des engins spatiaux, hein, et la découverte des planètes extrasolaires, et que là, on verra donc ça la semaine prochaine. Mais il y a les 2 choses
les deux éléments sont vraiment passés en même temps et ont vraiment relancé ce domaine de l'astronomie. Alors, ce qui fait que ça a donné, c'est une science donc qui s'appelle essentiellement l'astrobiologie et qui se fait c'est une science pluridisciplinaire, donc avec des biologistes, avec des biochimistes, avec des botanistes éventuellement, des philosophes, enfin vraiment, voilà, beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, on va simplement parler, aujourd'hui ça va être purement d'astronomie, et c'est donc les découvertes dans les planètes du système solaire qui peuvent éventuellement donner naissance, ouvrir la porte de la connaissance vers la découverte d'une vie. Mais, je précise tout de suite que jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé encore. Voilà. Alors, la vie sur Terre, on sait que ça peut prendre des formes inattendues, vous savez, les extrémophiles, et peut exister dans des conditions qui apparaît, a priori, nous apparaîtraient impossibles, mais on pense qu'une des conditions, il y a des tas de raisons pour penser ça, c'est qu'il faudrait la présence d'eau liquide. Il y a des tas de raisons, l'eau est un très bon solvant, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent dans l'univers, hein, et en particulier c'est la seule molécule qui soit dont le volume est plus important quand elle est à l'état liquide à l'état solide qu'à l'état liquide. C'est très curieux. Voilà. Donc bon, mais peut-être que la vie prendra des formes complètement différentes qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, faut extrapoler, faut voir jusqu'où on peut extrapoler. Mais enfin bon, pour l'instant, c'est ce qu'à peu près on pense que donc c'est l'eau liquide. Alors on définit la zone d'habitabilité. Où il peut y avoir de l'eau liquide, la température se situe entre 0 et 100 degrés, ni trop chaud ni trop froid, voilà. Donc ici on a Boucle d'Or qui goûte la soupe des 3 ours. C'était une bonne condition qui est utilisée pour l'économie. Hein, quand il y a une condition ni trop ni trop peu, donc la Goldilocks condition. Et à un moment, ça a été utilisé. Maintenant, on en parle moins, mais on l'a utilisé pour des planètes. Et la Goldilocks condition, c'est ni trop chaud ni trop froid. Voilà. Donc, il faut que la température soit entre 0 et 100 degrés centigrades. Voilà. Et donc, on définit la zone habitable à partir de mais ce qu'on dit pas, c'est que de toute façon, la zone habitable est calculée donc uniquement à partir de la température de l'étoile et donc la distance de l'étoile à laquelle, enfin pour les autres étoiles, mais on ne dit pas que de toute façon c'est calculé pour une étoile, pour une planète qui a exactement notre atmosphère. Hein. Donc, si l'atmosphère est un peu différente, la température sur le sol de la planète sera évidemment complètement différente. Donc, c'est-à-dire que la zone d'habitabilité, bon, c'est une base, mais ça demande évidemment, en fait, des travaux beaucoup plus sophistiqués. Hein. Voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il faut aussi, ce que je dis là, c'est que les objets étudiés soient des objets rocheux et non pas présentant une épaisse enveloppe gazeuse comme les planètes géantes de notre système solaire. Voilà. Alors, je reprends ici donc notre système solaire. On a donc ici bon, je reprends après, voilà, le Soleil est là, les planètes sont voilà, et on voit donc ici Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, bon, et Neptune. Alors oui, enfin, suivant la zone habitable déborde quelquefois un peu vers Mars quand même, un peu plus que ça, hein, d'après le dessin. Bon, et ici on a représenté les étoiles. Alors plus les étoiles sont massives, grosses, enfin avec un grand diamètre et chaudes, plus elles sont bleues, plus elles sont chaudes, voilà. Et alors évidemment, à ce moment-là, la zone habitable va dans votre sens, s'éloigne, pardon. Et plus elles sont petites et elles sont rouges, elles sont une température plus basse, moins massive, et évidemment, à ce moment-là, la zone habitable se rapproche. Alors on verra ça plus en détail la prochaine fois. Hein. Mais il y a d'autres problèmes qui se posent évidemment. Alors évidemment, quand on a commencé à chercher des planètes extrasolaires, on a cherché pour des étoiles de type solaire, puisque c'est avec que ça marchait au moins une fois, c'était quand même le meilleur moyen. Et alors plus les étoiles sont petites, plus ça c'est M par exemple, plus elles sont nombreuses dans notre galaxie. Voilà. Bon, donc ça, pour l'instant, on reste au système solaire. Alors on va voir que l'eau liquide en fait pas déborde, mais existe en dehors de la température 0-100 degrés. Hein. Alors on commence d'abord par la planète Mars, qui est quand même un peu plus dans la zone habitable. Voilà. Alors ça c'est pour le plaisir, parce que c'est une belle photo. Hein. Bon,
Alors on sait donc c'est un bon candidat depuis longtemps pour la recherche de la vie dans le système solaire. Alors je précise oui. Alors il y a Vénus là qui pourrait être éventuellement proche de la zone habitable, mais Vénus on sait que c'est absolument impossible qu'il y ait la vie, enfin du moins une vie tout à fait bizarre, parce que s'il y avait la vie, il y a une atmosphère extrêmement épaisse, opaque, et qui a un effet de serre absolument très très important. Et donc la température sur le sol de Vénus, c'est quoi, 600 degrés, je ne sais pas combien, c'est très très chaud, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Et en particulier, il y a des pluies d'acide sulfurique, et il fait tellement chaud qu'elles sont vaporisées avant d'arriver au sol. Donc de toute façon, la vie est un peu difficile à imaginer sur Vénus. Bon, Mars, ça nous ressemble beaucoup plus. C'est quand même un copain de la Terre, si on peut dire. Voilà. Alors, on a cherché depuis longtemps, il y a eu sur Mars, il y a eu non seulement des études scientifiques, mais il y a évidemment toute une littérature, toute une mythologie pour Mars, et donc les gens s'attendent plus ou moins, enfin, on sait que c'est quand même un bon terrain pour les Martiens. Oui, on avait quand même cherché, j'avais dû en parler la dernière fois aussi, que dès qu'on a trouvé que ça c'était Galilée, donc il y avait des montagnes sur la Lune, immédiatement, Kepler par exemple a pensé que s'il y avait, mais immédiatement, je veux dire immédiatement, c'est dans la semaine suivante, hein, que s'il y avait des montagnes sur la Lune, et puis il y avait des choses qu'on comprenait pas, ça pouvait être des constructions, puisque la Lune avait des montagnes, elle était semblable à la Terre, donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'être vivant dessus. Enfin, lui, il imagine, il dit pas du tout qu'il y en a, mais il dit, il pourrait y en avoir. Et en particulier, ce qui maintenant on sait être les cratères, ça correspond à rien de ce qui existe des constructions, des figurations naturelles, des figures naturelles dues à la nature sur Terre. Donc il dit, ça peut être construit, ça peut être des constructions faites par des êtres vivants, intelligents, etc. Voilà. Bon. Donc, mais maintenant, bon, la Lune, on la connaît un peu trop bien, on sait qu'elle n'est pas habitée. Mais Mars, on le connaît moins bien. Donc, c'est plus exotique et ça laisse plus d'espoir. Alors, il y a énormément, donc dès qu'on a pu techniquement faire des missions vers Mars, on a lancé des missions vers Mars. Bon, mais il y en a énormément qui n'ont pas marché. Hein. Alors, plus de 40 missions spatiales ont été lancées, certains parlaient même du démon de Mars. Alors moi, maman, je disais que les seules qui marchaient, c'est celles qui arrivaient dans les déserts. Toutes celles qui marchaient pas, elles étaient censées arriver place de la Concorde et qu'elles étaient détruites par la DCA martienne. Donc c'était la preuve qu'il y avait de la vie sur Mars. Moi, je disais ça pour rire, mais en me disant, faut que tu fasses attention de pas raconter ça à un journaliste, parce qu'il prendra ça au sérieux, ce sera pas une bonne idée. Mais maintenant, il y a des sites internet où il y a des gens qui croient vraiment ça. Voilà. Parce que le coefficient, le taux de réussite des missions vers Mars est quand même pas très haut, hein. Voilà. Alors, je vais en parler de quelques-unes, celles que je trouve les plus sympas, les plus séduisantes, voilà. Hein. Alors, bon, on a commencé, donc, voilà, la première mission réussie vers Mars, a été par la NASA. Bon, les Russes ont beaucoup moins de chance que les Américains. Voilà. Alors, oui, mais j'en pas oublié, tant pis. Voilà. Donc, alors, il y a les Vikings. Alors, ça, c'était assez formidable. Il y a eu un orbiteur et un atterrisseur, et donc, des atterrisseurs, et on a eu les premières photos détaillées de la surface de Mars, il y a les premiers paysages de Mars, voilà. Et il n'y a pas de canaux. Alors, évidemment, on le savait déjà, parce qu'il y avait déjà eu des engins qui avaient tourné autour de Mars, mais voilà, il n'y a pas de canaux. Alors, je vais expliquer la dernière fois, les canaux de Mars, c'est une illusion collective qui a duré très longtemps. Alors, il y a des astronomes qui n'ont jamais cru, mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça n'existait pas, mais les gens et des personnes différentes voyaient à chaque fois les mêmes. Alors, je précise aussi que quand on veut étudier Mars, quand on l'étudie avec un télescope, il faut prendre des moments où Mars est plus près de la Terre, hein, donc tous les 2 ans. Donc c'est à ce moment-là que les gens, et certaines fois c'est encore plus près, voilà. Donc c'est à ce moment-là que les gens peuvent s'arrêter le télescope, et maintenant on se sert des moments où Mars est plus près de la Terre pour lancer les engins. Voilà, ce qui fait que si on envoie un jour un homme sur Mars, le fait d'être sur Mars, il faudra qu'il reste assez longtemps. Et qu'on puisse venir le rechercher après. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de canaux. Alors, oui, alors la première image, comme ça avait été montré, donc en 76, à l'Union astronomique internationale. Premier paysage martien, par Carl Sagan, au cours de l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale qui avait lieu à Grenoble.
Et je veux dire, ça fait quand même de l'effet. Hein, quand on dit voilà le premier paysage de Mars, bon, quand on n'oublie pas. Quand on a vu ça dans sa vie, on n'oublie pas. Hein. C'est quand même, on était quand même très très contents et très éblouis. Voilà. Bon, alors après, bon, il y a eu plusieurs missions, certaines qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Pendant 20 ans, il n'y en a pas eu, mais enfin, alors finalement, il y en a eu dans les missions. On a commencé à lancer des robots sur Mars. Alors le premier, je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Le premier était grand à peu près comme une boîte à chaussures, hein, et qu'on marchait sur Mars. Mais alors là, il y en a eu en 2004, on en a lancé deux. Alors j'en parle parce que c'est vraiment extraordinaire comme truc. On a envoyé donc en 2004 et alors ça a été appelé Spirit et Opportunity. Alors ils étaient prévus pour fonctionner 90 jours martiens. Alors un jour martien, c'est presque la même chose qu'un jour solaire. Hein. Et on avait calculé 600 mètres, mais alors ça a duré beaucoup plus longtemps. Alors évidemment, quand il y a un engin comme ça, il y a toute une équipe qui est derrière et qui fait marcher, qui vérifie que tout va bien, qui donne les ordres, etc. Donc de toute façon, quand on décide de continuer, c'est aussi une grosse dépense de crédit. Hein, donc c'est pas une décision qu'on prend, il faut vraiment que ça marche bien. Quoi. Voilà. Alors voilà comment il se met cette mail. Alors voilà les détails. Alors il y a certaines rubriques Wikipédia qui donnent vraiment des informations en français. En plus, vous pouvez aller sur le site de la NASA, vous aurez des tas de détails, mais il y a certains sites de Wikipédia, même en français, qui sont très très bien faits là-dessus, qui donnent beaucoup de détails. Voilà. Bon, ah oui, alors ce que je dis, c'est il était prévu que l'énergie serait prise par les panneaux solaires. Et c'est pour ça qu'on avait prévu que ça durait pas très très longtemps, parce que l'énergie, on pensait qu'une fois qu'il y aurait plus d'énergie, et on pensait que les panneaux solaires risquaient d'avoir de la poussière et tout ça. Bon, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait un peu de vent sur Mars, ça a nettoyé les panneaux solaires et ça a pu marcher beaucoup plus longtemps que ce qui avait été prévu. Alors on voit là les panneaux solaires, donc c'est très très important. Alors voilà les paysages, voilà certains paysages vus, voilà, par Opportunity. Alors évidemment après quand il y a des engins qui tournent autour, ils peuvent être vus de haut aussi. Voilà, des paysages martiens, mais on a vraiment... Voilà. Alors finalement, Spirit s'est immobilisé, ensablé, et a ensuite cessé de fonctionner. Alors, ce qui s'est passé, bon, il s'est ensablé, on a essayé de le sortir, mais finalement ça n'a pas marché, enfin c'est à distance, c'est pas très commode, et donc il est resté, alors on a dit, bon ben très bien, il est promu au rang de station scientifique fixe. Là, faut dire que moi j'avais admiré les communicants de la NASA, qui, pour un échec, ils transforment ça en promotion. C'est quand même, non mais c'est épatant comme technique. Ah, moi, j'ai été ébloui par, je trouvais que c'était très admirable. Hein, voilà. Puis alors, ce qui s'est passé après, c'est que, comme il pouvait plus bouger, enfin bon, il y a des problèmes, il pouvait plus s'orienter vers le soleil, donc, il s'est complètement arrêté après. Donc, à la fin de la mission, 22 mars 2010. Alors, alors après, voilà. Alors, Opportunity, ça a été beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps. En 2018, 2018, excusez-moi, là, je me retournais, j'ai perdu 20 siècles, c'est pas bien. Bon, en 2018, oh là là, le contact est perdu avec Opportunity et la NASA, je crois que je change ça sans tarder, annonce la fin de la mission le 19 février 2019. Donc, vous voyez, il a marché jusqu'à il y a encore presque un an. Hein? Même, voilà, c'est même pas un an, il marchait encore. Alors, on avait beaucoup incité quand il a fait son premier marathon, mais il a parcouru 45 km, voilà, depuis 2004. Alors, voilà la trajectoire, voilà le trajet d'Opportunity sur la Lune. Non, c'est complètement extraordinaire. Alors, quand il marchait, sur la NASA, dans le site de la NASA, tous les jours, vous aviez le détail des trajets faits par les petits robots, tous les jours. Hein? Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Voilà. Alors, après, la NASA lance le robot Curiosity, voilà, le rover atterri sur Mars, donc en 2012. Et alors là, il était carrément fait pour détecter la vie. On avait vu donc qu'il n'y avait pas la vie comme ça sur Terre. On s'est dit, s'il y a la vie sur Mars, c'est une vie qui peut être complètement primitive, mais on va pouvoir détecter une vie primitive parce que c'est quand même très près. Hein. Donc, Curiosity a ici
un engin qui permet donc de gratter et d'analyser. Il est fait pour analyser lui-même ce qu'il prend les extraits de terre et de cailloux qu'il prend sur la surface de Mars. Alors ici, vous voyez le premier, la petite boîte à chaussures Sojourner en 97. Vous voyez ici, c'est très amusant. Ils ont mis les roues, la taille des roues. Voilà. Alors ça, c'est Sojourner, Spirit et Opportunity et Curiosity. Alors, vous voyez, ça devient de plus en plus gros. Hein. Mais alors, j'ai trouvé que ces robots-là, c'était magnifique, quoi. Alors, celui-là marche encore. Non, il s'est arrêté, je crois. Pas dire de bêtises, voilà. Alors, voilà le détail. Et alors, il y a une équipe française là-dedans, hein. Alors, ils avaient à un moment pensé, ils avaient été chargés de trouver des cailloux parce que c'était comparé, ils devaient prendre des cailloux puis les comparer à des cailloux terrestres qu'il aurait à l'intérieur. Et à un moment, ils avaient pensé, mais trop tard. À la NASA, on dit non, c'est trop tard, fallait penser plus tôt. Remettre comme cailloux qui servirait à comparer les cailloux pris, grattés par le bras, là. Ils avaient pensé mettre des météorites martiennes. Ramener à l'envoyeur. Et alors, ça aurait été une très bonne idée, malheureusement, ils ont pensé trop tard. Voilà. Alors voilà, là, ça c'est intéressant parce que vous avez on voit le robot à côté de la taille des hommes à côté, quoi. C'est quand même un gros truc, hein. Voilà. Ça c'est alors ça c'est des artistes évidemment, voilà. Bon. Et alors, donc conçu spécialement pour prélever et analyser des morceaux du sol martien. Voilà. Bon, alors voilà, là ça c'est une vraie vue. Alors, on voit quand même qu'elle a été faite par morceaux, vous voyez. On voit bien que là, il y a des cartes, et que c'est une photo composite, hein, forcément. Mais ça, c'est les 90, 360 degrés tout autour. Voilà. Alors là encore, tempête de pouvoir, ça c'est pris par autre chose. Et alors on voit, ici, on a la tempête est là, puis Opportunity est là, et Curiosity est là. Non, on connaît très bien, moi j'avais l'impression qu'on connaissait très bien Mars. Alors voilà, ici, on a donc une des premières vues envoyées par Curiosity, et les détails correspondent maintenant à quelques millimètres. C'est étonnant, hein. C'est vraiment superbe. Voilà. Alors là, ils ont trouvé une photo sur Mars, et ils ont continué par une photo sur la Terre, et ça se continue très bien, enfin bon. Alors, on analyse en particulier les géologues et les minéralistes peuvent, d'après la forme des cailloux, hein, des galets sur Mars, ils peuvent savoir s'il y avait un fleuve, s'il y avait de l'eau, quelles étaient les caractéristiques du cours d'eau qui a forgé ces galets, hein. On peut savoir énormément de choses comme ça. Voilà. Et alors là, on voit, voilà, par exemple, hein, le mont Sharp a été élaboré à partir de sédiments déposés dans l'île d'un grand lac il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Alors pourquoi l'eau a disparu sur Mars? Je ne sais pas si on le sait encore. Voilà. Alors voilà les dunes de Mars. Voilà. Alors voilà, ici, le gravier de la roche, Link, a des formes arrondies indiquant qu'il a été roulé dans un cours d'eau. Alors voilà, donc actuellement il y a de la glace sur Mars, mais autrefois il y avait sous forme d'eau liquide. Alors il y a énormément de vues, d'images, hein, prises par donc les engins qui tournent autour, etc. Parce que je ne peux pas tout, il y en a énormément, hein, Et voilà, c'est ça qui correspond vraiment à des vallées fluviales, hein. Et puis alors il y a par exemple aussi ce genre de détail ici. Ça a l'air de ressembler vraiment à des écoulements liquides qui ont provoqués par des éléments liquides. Alors là, on voit en plus qu'il y a des évolutions, il y a des espèces d'érosion. Vous voyez là, il y a un niveau dépôt. Voilà. Alors ça, bon, est-ce que c'est de l'eau qui a créé ça? Si Ravine sur la paroi marque le bal surveilleur. Alors ça, c'était en 2003. Voilà. Alors ça, c'est des fausses couleurs, hein. Voilà. On a observé des lignes de pente récurrentes qui varient suivant les saisons martiennes. Est-ce que c'est d'écoulement d'eau liquide? Est-ce que c'est des écoulements de matière sèche? D'autres disent que ça peut être une espèce d'autres scientifiques pensent que ça peut être une espèce de saumure, vous voyez, d'eau saturée, sel de parc. Enfin, voilà.
Donc, des traces sombres qui évoquent des ravines, les traces de 50 cm à 5 mètres de large, qui sont sur des centaines de mètres, long pente, s'appelle donc recurring. Donc, les lignes de pente récurrentes, en anglais RFL. Alors, elles apparaissent en été à l'équateur, et ça varie suivant les saisons. Les latitudes moyennes pour ensuite disparaître et revenir à l'été suivant. Alors, observez d'abord avec Mars Global Surveyor, après avec une autre sonde. Hein. Alors, nombreuses hypothèses, écoulement de sable ou de roche, flot d'eau liquide issu de la souterraine, gravier creusé par l'action du CO2, condensation de l'humidité de l'atmosphère martienne, etc. Voilà. Alors, on pense que ça pourrait ne pas être simplement de l'eau, mais une espèce de saumure. Bon. Voilà encore un... Vous voyez, comme ici, comme ça. À la flèche montre bien comme ça évolue. Attention, il faut le rendre en couleur fictive. Alors, voilà, vous voyez ici, on voit vraiment des ravines très étonnantes. Alors, il y a aussi, oui, je vais en parler, là, il y a un nouvel engin qui s'est posé sur Mars, donc, mené par des Français, c'est Philippe Lognonnet qui était responsable de ça. Alors, l'idée est d'étudier, c'était pas de rechercher la vie directement, lui, c'est pour ça que j'en ai pas parlé quand même. Ça, mais comme ça s'est passé il y a quelques mois, que ça vaut comme le coup d'en parler, c'est d'étudier justement plutôt la constitution de Mars, hein, et le sol de Mars, voir si, alors ils ont détecté des espèces de tremblements de terre martiens, enfin bon. Voilà, ça c'est carrément de la géologie. Alors moi je pensais qu'on savait énormément de choses sur la géologie de Mars, mais il a l'air de dire que non, qu'on a vraiment encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une planète c'est très intéressant. Bon, alors maintenant, on va plus loin. Alors, on s'est rendu compte que, donc avec des engins spatiaux, que des objets du système solaire en dehors de la zone dite la zone d'habitabilité, c'est-à-dire où théoriquement une planète semblable à la Terre aurait de l'eau liquide, hein, on s'est rendu compte que la présence d'eau liquide n'est pas uniquement liée à la température, mais que d'autres processus physiques, par exemple le volcanisme et l'effet de marée, peuvent également jouer un rôle essentiel. Hein, voilà. Alors, dans le système solaire, les planètes hors de la zone d'habitabilité, donc c'est les planètes géantes, gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Hein. Alors, donc si je reviens en arrière, voilà. Bon, ici alors, je répète, voilà, ici vous avez les planètes du système solaire, les quatre planètes telluriques ça vient de Terre, c'est pas en grec. Voilà. Alors donc elles sont petites, elles sont solides, elles n'ont peu ou pas de satellites. Hein. Et après, vous avez donc les planètes gazeuses, les planètes géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui ont donc énormément de satellites et qui ont des anneaux. Hein, alors les anneaux sont plus ou moins importants sur les planètes, mais ils ont tous des anneaux. Voilà. Alors jusqu'à présent, on pensait que ces planètes-là, c'était forcément que pour faire des planètes géantes comme ça, très très massives, il fallait beaucoup de matériaux. Donc que ça s'était formé au-delà de la limite des glaces, parce que il faut qu'il y ait donc de l'eau liquide, des morceaux de glace pour les faire, sinon il n'y a pas assez de matériaux. Bon, et puis on s'est rendu compte qu'après, bon, en fait, elles peuvent être formées au-delà de la limite des glaces, mais après elles peuvent bouger. Donc les planètes extrasolaires nous ont montré que il y a qu'elles bougent, elles ne restent pas à l'endroit où elles ont été formées. Hein. Voilà. Mais pour nous, on pensait au début que donc ça restait à l'endroit où ça avait été formé. Et imaginez, bon, Jupiter est une planète gazeuse, c'est difficile d'imaginer la vie sur Jupiter. Hein. D'autant plus que, voilà, on voit pas très bien comment on peut avoir de l'eau liquide. Voilà. Alors Jupiter, je reviens en arrière, voilà. Hein. Alors, mais on s'est rendu compte que même dans des zones très froides, hein, il peut y avoir des réchauffements, d'abord il peut y avoir le volcanisme, et des effets de marée qui peuvent procurer, donc qui jouent un rôle essentiel, et qui peuvent arriver à ce que l'eau soit liquide. Voilà. Excuse-moi, là il y a une faute d'orthographe. Bon, une faute de frappe. Dans le système solaire, les planètes sont des planètes géantes, gazeuses, Jupiter, etc., où la présence de vie paraît très improbable. Mais, comme ces planètes ont de très nombreux satellites qui, eux, sont rocheux, c'est là que ça devient intéressant. Voilà. Alors, on prend Jupiter. Alors, les premiers satellites de planètes qui ont été détectés, ça a été donc par Galilée, en 1609 ou 1609, oui. Et, alors déjà, c'était très intéressant pour des tas de raisons, parce que c'était la preuve que la Terre n'était pas au centre du monde, puisqu'il y avait déjà une autre planète avec des satellites autour.
avec des petites. Alors, au début, on a appelé les satellites planètes secondaires, puis maintenant, on dit même plus des satellites. Quand j'ai commencé, on disait des satellites, maintenant on dit des lunes. Bon, moi je ne vois pas pourquoi on a laissé tomber le mot satellite, mais bon, c'est comme ça. On parle des lunes de Jupiter, on parle des lunes des planètes extrasolaires, etc. Bon, alors ces quatre planètes secondaires, ces quatre satellites les plus importants, donc, ont été découverts par Galilée, et ils jouent. Alors si on découvre la vie sur un de ces satellites, ça va être absolument extraordinaire, parce qu'ils ont joué dans l'histoire de la science un rôle absolument fondamental, parce que la vitesse de la lumière a été détectée à partir de ces satellites. Hein, quand Galilée les trouve, après Cassini, le premier Jean-Dominique Cassini, fait des tables des mouvements de ces satellites, et on se rend compte que certains satellites certaines fois, certaines observations montrent que les satellites étaient en retard par rapport aux calculs. Alors, à ce moment-là, donc ça se passait à l'Observatoire de Paris, en 1676, et voilà, faudra vérifier, voilà. Et finalement, c'est un jeune. Alors Cassini avait envisagé que ce soit ça, mais non, finalement, c'est un jeune Danois Römer, un astronome danois Römer qui était à l'Observatoire de Paris à ce moment-là, et qui a vraiment écrit l'article disant que c'est parce que, suivant la distance entre la Terre et Jupiter, la lumière de Jupiter vient des satellites, enfin, met plus ou moins longtemps à nous parvenir, donc c'est la preuve que la lumière ne se déplace pas de façon instantanée, mais à une vitesse finie. C'est la finitude de la vitesse de la lumière, et c'est en science, c'est un résultat absolument fondamental, parce que toute la théorie de la relativité est basée là-dessus, etc. Et même maintenant, la définition du mètre est donnée à partir de la vitesse de la lumière. La définition, oui, c'est ça, de l'unité de longueur est donnée à partir de la vitesse de la lumière. Donc c'est extrêmement important. Voilà. Bon, donc c'est des objets qui sont très importants dans l'histoire des sciences. Je trouve ça vaut le coup de voir à quoi ça a servi. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc le premier Io est à côté, très près de Jupiter. Il y a en plus un champ magnétique extrêmement important. Il est très distordu par et en plus, il a une trajectoire qui est un peu elliptique, alors tout ça fait des distorsions, et Io est très volcanique. Très volcanique, donc voilà. Donc on cherche même pas de l'eau là-dessus, probablement pas parce que ce serait gelé, donc on est très au-delà de la zone habitable, la théorique zone habitable. Donc Io, il y a des volcans en éruption, en activité, voilà. Bon, mais alors c'est Europa qui va nous intéresser pour l'instant. Europe, en français, on dit Europe, voilà. Alors, le satellite gelé, bon, les crevasses ont été mises en rouge pour être plus visibles. Hein. C'est pas la couleur naturelle, c'est assez laid. Voilà, alors là, on a tout le détail, vous voyez. Alors, dès qu'on a envoyé en particulier, ça s'est passé pour les sondes voyageurs, les premiers engins spatiaux qui ont été près vraiment les astres lointains du système solaire, moi, c'était ce qui a été très étonnant, ça a été comme les satellites étaient différents les uns des autres. C'est ça qui était, ça a été à chaque fois, c'était la surprise complète, à chaque fois il y avait des séminaires absolument épatants, chaque fois que le voyageur arrivait près d'une planète et racontait donc tout ce qui est les découvertes qu'on peut voir tout de suite, et il y a une ou d'autres après, enfin qu'on a étudié plus en détail des observations, mais tout de suite, toutes les images qu'on a du satellite, c'est très étonnant parce que ils sont vraiment très différents les uns des autres, d'une façon générale. Alors voilà, ça c'est donc, voilà, Europe. Alors bon, voilà les exemples de surface d'Europe. Alors bon, on sait qu'il y a une banquise. On sait que c'est une banquise. On sait que ça veut dire qu'il y a de l'eau dessous. Mais alors ce qu'on ne sait pas, c'est l'épaisseur de la banquise. Pas encore. Alors, voilà. Alors on pense que donc, voilà une image telle qu'on pense que c'est, voilà. Donc ici il y a le centre est solide, hein, et puis ici il y a un océan, et par-dessus c'est couvert de glace. Alors évidemment la question c'est bon, si il y a de l'eau liquide, qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait des animalcules ou des gros animaux, je ne sais pas. Enfin, voilà. Et la vie dans cette eau liquide. Hein, parce qu'on dit que l'eau liquide est indispensable à la vie.
Voilà. Alors, donc, un noyau, alors ça, c'est donc le détail, voilà, le détail. Il y a un noyau rocheux, un noyau métallique. Ici, l'intérieur rocheux, des roches. Et puis, alors, ici, il y a, évidemment, quand on regarde ça, on a l'impression que c'est très épais, mais par rapport à l'ensemble de l'astre, c'est pas épais du tout, vous voyez, c'est ça. Et puis, il y a la banquise par-dessus. Et là, on a enfin, tel qu'on pense que c'est actuellement, hein. Voilà. Alors, évidemment, c'est très intéressant, mais alors, il faut pouvoir percer la course de glace. Alors, ça fait donc très longtemps qu'on espérait qu'on pourrait envoyer une sonde, parce que tout de suite. Alors, donc là, ça a été décidé, là, je crois, l'été dernier, que c'est prévu pour 2025. Il y a une sonde qui doit être Europa Clipper, qui doit être envoyée. Europa, c'est en anglais, c'est Europe en anglais, hein, qui doit être envoyée en 2025. Ah oui, alors les noms des satellites, quand on a donné les noms des satellites de Jupiter, ça s'est pas fait tout de suite, il y a eu une grosse discussion, etc. Mais on a donné les noms des maîtresses de Jupiter. Alors les noms, ça laisse la possibilité d'avoir beaucoup de satellites. Sauf Ganymède qui était un gentil berger. Voilà. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Voilà. Et donc, alors donc, on va voir. Alors le premier ne doit pas doit étudier la surface, tourner. Je sais bien compris, il est calculé pour tourner autour de Jupiter et étudier bien la surface et puis et voir où le meilleur endroit pour déposer un atterrisseur. Et puis alors la question c'était est-ce qu'on pourrait évidemment percer la banquise pour pouvoir atteindre l'océan et analyser l'océan et détecter, voilà, étudier l'océan qui est sous la banquise. Voilà. Mais pour l'instant, on ne sait pas suffisamment bien, avec suffisamment de précision, quelle est l'épaisseur de la banquise. Alors évidemment, l'intérêt, ce qu'on voudrait, c'est trouver l'endroit où elle est le moins épais, le moins épaisse, voilà, pour avoir plus de chances de pouvoir le. Alors évidemment, il y a eu des très beaux, les artistes de la NASA ont fait des très beaux dessins où on voit le truc qui perce qui arrive dans un océan avec des animaux extraordinaires, hein, voilà. Bon, c'est extrêmement peu de chances que ça se passe comme ça. Bon, alors, donc Europe est un sujet. Alors il y en a un autre là, qui est Titan, hein, et qui est le plus gros des satellites de Saturne, et qui possède plus de 60 satellites, et c'est le seul satellite qui possède une atmosphère. Alors, c'est un peu bizarre parce que là, justement, il faut que je recherche ça. Sur Internet, il disait que il citait une date pour avoir découvert de l'atmosphère de Titan, mais moi j'ai des articles de vulgarisation qui sont beaucoup plus anciens. Moi j'ai un article de vulgarisation de 1934 où ils parlent de l'atmosphère de Titan. Ils disent il faut chercher, Titan va être, il y a le Titanus comme en anglais, ils disent Titan doit être, il y a une atmosphère, il va falloir chercher la vie dans Titan, en 1934. Et alors là faut que je vois comment l'auteur de l'article a eu cette information, parce que là dans Internet ils ont l'air de dire que ça a été découvert après. Voilà. Alors donc ça fait très longtemps, donc vous voyez, au moins dès 1934 au moins, que Titan excite, enfin on dit que ça peut être c'est le seul satellite qui a une atmosphère quand même, hein. Et alors on se dit est-ce que il y a qu'est-ce que c'est comme atmosphère? Donc on a lancé, est-ce qu'il y a la vie, hein? Alors on a lancé la sonde Huygens. Alors il y a la mission Cassini. Donc Cassini c'est une sonde qui tourne autour et qui a toute une trajectoire et qui a lancé Huygens. Alors Huygens, lui, je voulais mettre une photo parce qu'il y a des très jolis tableaux de Huygens jeune, il est vraiment très très beau, mais bon voilà, j'ai pas eu le temps, j'aurais plus de retard. Bah ça compte, non? Ça compte tant qu'à faire. Non mais en plus il a des vêtements avec des rubans et tout, il est très très chouette. Bon, bah oui, hein? Voilà. Donc, oui, les hommes étaient habillés de façon plus marrante à l'époque. Enfin, ça devait être plus cher aussi, hein. Bon, là, je sens que nous sortons des données du problème. Donc, Huygens, c'est lui qui a découvert, comment s'appelle, Titan, hein, et il a fait pour le découvrir, il a fait vraiment un très gros travail, parce que ça avait été repéré avant, mais les gens croyaient que c'était une étoile qui était à côté, non, lui, il a bien étudié ça. Et Huygens aussi, c'est lui qui a découvert que Saturne, que les anneaux de Saturne, qui a expliqué que les observations de Saturne, où il y avait des espèces d'oreilles à Saturne par moment, puis d'autres rien du tout, etc., c'est lui qui a expliqué pourquoi. Hein. On avait trouvé, bon, c'est Galilée, je crois, le premier qui avait dit il y a des choses,
Saturne est un peu bizarre, il y a des trucs autour, mais évidemment, les instruments n'étaient pas très bons. Et certains, après, observaient, mais comme on voit tantôt les anneaux de Saturne comme ça à l'horizontale, et ben, on les voit pas quand les instruments sont pas suffisamment perfectionnés. Donc, les gens, après, ils disaient, bah non, il y a rien, Saturne est une planète comme une autre, quoi. Et c'est Huygens qui a expliqué pourquoi on voyait tantôt quelque chose autour de Saturne et quelquefois rien du tout. Voilà, suivant l'orientation des anneaux. Alors quand, évidemment, si on veut étudier les anneaux, il faut prendre un moment où les anneaux sont inclinés, et puis si on veut étudier les satellites, il vaut mieux prendre un moment où les anneaux sont vus par la tranche et pas être gêné par les anneaux. Alors c'est toute une étude des satellites de Saturne, c'est toute une étude très, très intéressante aussi. Hein. Voilà, c'est une très très belle planète. Voilà. Donc, ah oui, alors voilà, le Titan. Alors, ici, vous avez, je sais pas pourquoi le dans ce sens-là. Oui. Ici, donc, vous avez Saturne. Voilà, la division de Cassini, les divisions entre les anneaux. Hein. Et puis, on voit ici, donc, certains des satellites de Saturne. Alors, certains sont, voilà, dans les anneaux, mais d'autres sont beaucoup plus loin. Hein. Alors, il y a certains. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est déjà arrivé que l'un des satellites rentre en collision avec des morceaux d'anneaux? Je ne sais pas si, mais dans ma tête c'est logique, mais je ne sais pas si. Alors, je sais pas, moi j'ai vu quelquefois que il y a à un moment, on pense qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des satellites qui se forment et qui disparaissent après, etc. Mais je pense, bon, en fait, c'est compliqué parce que les anneaux, non, d'abord, je vais dire tout de suite, c'est pas vraiment ma spécialité. Enfin, voilà. Mais quand même, les anneaux sont faits de morceaux de cailloux. Oui. Bon. Alors, à partir de quand vous dites qu'un caillou est un satellite, ou à partir de quand vous dites, ben non, c'est simplement un élément des anneaux, vous voyez. Hein? Mais il y en a, par exemple, on sait qu'il y a des anneaux qui font qui reviennent sur eux-mêmes, des satellites qui reviennent sur eux-mêmes, etc. Et il y a aussi toute une étude d'équilibre entre les anneaux et les satellites, etc. Donc, jusqu'à présent, je crois pas que, je sais pas. Pour l'instant, ça a l'air en équilibre. Quelquefois, il y a des collisions, hein, par exemple. Il y a c'est surtout une collision avec les comètes, par exemple. Il y a des années, il y a eu une comète, on s'est rendu compte, il y a eu une comète, après ça, la comète s'est cassée en morceaux, on s'est rendu compte qu'elle était cassée en morceaux en passant près de Jupiter, et quand on a fait les calculs, on s'est rendu compte qu'elle allait repasser près de Jupiter, et qu'en plus, elle allait tomber dans Jupiter. Donc, puis elle a eu le tact de ne pas avoir plus de 26 morceaux, donc on leur a donné des lettres de l'alphabet, c'est très marrant. Et les morceaux sont tous tombés sur Jupiter. Ce qui était évidemment, alors à ce moment-là, on avait dit à tous les astronomes, on avait bien calculé les dates, le moment et tout, et tous les astronomes du monde savaient que c'était pas la peine de demander du temps de télescope à ce moment-là, s'ils étudiaient autre chose. Voilà, c'était tous les télescopes du monde, et les seuls qu'on vu, c'était les télescopes qui étaient en Antarctique. Parce que sinon, c'était de l'autre côté. Alors évidemment, Jupiter a tourné, donc on l'a vu quand même, mais on n'a pas vraiment vu, sauf en Antarctique, et là, c'était vraiment des très petits instruments. Et si depuis, je crois ici, il y a eu un engin spatial aussi, comme ça. Voilà. Non, mais alors là, c'est un exemple puis on sait qu'il y a énormément de comètes maintenant qui tombent dans le soleil aussi. Voilà. Donc ici, alors, en haut, vous avez donc, les objets célestes sont, la taille est amplifiée pour faire apparaître leur topographie régulière. Voilà. Mais on a tout le détail ici, voilà quelques-uns des plus importants. Hélène là-haut, est détecté par un soleil. Hélène, c'est un Français qui a donné le nom. Lui, c'est lui qui l'a trouvé, puis il a donné le nom de ses filles. Voilà, donc... Alors oui, c'est... alors au début... C'est l'effet d'image, mais Titan a l'air pas du tout être une sphère comme les autres. Pardon? Le schéma de Titan, là, c'est pas une sphère. Ah ben c'est parce qu'on a représenté, il n'est pas éclairé, c'est simplement ça. Oui, j'ai un effet de... C'est comme... Oui, voilà, c'est pour montrer une phase. Une phase, c'est tout. Ils ont dû trouver que ça ferait trop... Ça encombrerait trop la photo si on montrait en entier. Mais tous les autres, c'est tous des sphères. Hein. C'est tous des sphères. Bon, alors voilà, ça c'est donc le détail de comment Huygens est arrivé sur Titan. Il y a aussi des films, j'avais trouvé des films aussi à un moment pour Curiosity et Spirit Opportunity. Il y avait des films de la NASA pour les voir comment ça s'était passé. Curiosity, ça a été fait différemment. Parce que c'est très compliqué l'atterrissage.
faut pas que les trucs soient abîmés. En plus, il faut calculer, il y a un parachute et il faut calculer en fonction de l'atmosphère, hein. En fonction de l'atmosphère, ce qui évidemment est compliqué. Voilà. Et voilà donc tout le détail de. Et alors on avait bien calculé pour que les photos qui prennent des photos tout le temps de la descente. Voilà. Voilà. Alors 8 km d'altitude, c'est des photos de l'époque. Voilà. Alors ça, à côté, on a mis un paysage. Le paysage. Oui, non, ça, c'est des paysages de c'est des fois des paysages terrestres qu'on a mis à côté pour montrer que. Alors voilà. Ça, c'est un autre instrument. Alors, il y a aussi, on a fait fonctionner aussi avec Cassini, quand on est autour, on a fonctionné de radar, on a fonctionné des choses qui marchaient avec, je crois, je vais pas être bêtise, un ultraviolet. Voilà. Alors, l'atmosphère de Titan est composée d'azote, mais aussi de méthane et de nombreux composés organiques. Alors, les composés organiques se forment quand le soleil détruit le méthane. Alors, si le soleil détruit le méthane de façon continue, comment du méthane peut-il subsister dans l'atmosphère de Titan? Voilà. Pour la Terre, c'est la vie qui entretient la quantité de méthane. Donc, le méthane est un sous-produit du métabolisme de nombreux organismes. Alors, voilà. Comment expliquer la présence, une si importante présence de méthane sur Titan? Voilà. Alors, voilà. Ici, les lacs sur Titan, hein, composés de méthane et de méthane. Voilà. Alors, voilà une carte de Titan. Alors j'ai des collègues qui sont très très fanatiques de Titan, qui pensent que c'est vraiment qu'il y a une nouvelle forme de vie, que ça peut être, c'est vraiment très intéressant, ils sont très enthousiastes, c'est très marrant. Et là donc vous avez la totalité, vous voyez c'est 360 degrés, c'est la planisphère de Titan. Alors fait avec toutes sortes, donc vous voyez toutes sortes d'engins, voilà. Voilà encore. Alors ici donc lac de méthane liquide à la surface de Titan en fausse couleur, pris grâce à l'aide du radar de Cassini. Alors la partie Titan, donc 170 km de large. Donc les couleurs sont pas les bonnes, hein, évidemment. De toute façon, quand c'est avec un radar, on est sûr qu'on n'a pas les couleurs. C'est simplement, là, on a montré les différences d'altitude, etc. Voilà. Alors, la sonde Cassini, donc à côté de circuler autour de ses satellites, et après 13 années en orbite, plus 7 années de transit entre la Terre, elle a plus assez de combustible, et pour éviter qu'elle tombe, parce que la question c'était de savoir, oui, mais si qu'est-ce qu'elle, elle va pas tomber, faut pas qu'elle tombe sur justement, soit sur Titan, soit sur une autre planète ou d'autres satellites qui risquent d'abriter la vie. À ce moment-là, ça risque de polluer un peu les choses, voilà. Et on a décidé de faire plonger la sonde dans la planète Saturne elle-même. Alors tout le monde a regardé ça. Moi, je trouvais ça triste, mais j'ai un collègue qui fait ça et qui m'a dit mais non, on peut pas faire autrement. Voilà, lui, il était pour ça, et effectivement, je crois qu'il avait raison. Donc voilà, et ça donc fait, vous savez, il y avait à la Cité des Sciences, on pouvait aller voir ça. Voilà, dernière orbite, donc au mois de septembre 2017, on a lancé, donc, et évidemment, au passage, on s'est débrouillé pour observer les anneaux autant qu'il est possible. Ça, c'est, voilà, la mort de Cassini. Alors Cassini était un astronome italien qui est venu en France et qui a été directeur de l'Observatoire de Paris et qui a dirigé l'Observatoire de Paris. Il y a eu 4 générations de Cassini, fils, petit-fils et arrière-petit-fils pendant 4 générations, donc depuis 1667 jusqu'à la Révolution. Et après ça s'est pas très bien passé. Enfin, il a sauvé sa tête, le Cassini de l'époque a sauvé sa tête, voilà. Et après il y a une autre période pour l'Observatoire de Paris. Voilà. Donc, alors, il y a eu une étude sur un autre satellite de Saturne, Encelade. Voilà. Alors, c'est encore un satellite recouvert de glace, hein, l'objet le plus brillant du système solaire. Et on a découvert des éruptions. Et c'est des geysers. Au début, on a dit c'est des geysers. Maintenant, c'est pas des geysers exactement. Mais ça prouve qu'il existe, que c'est un petit peu moins chaud. Voilà. En 2005, alors, par Cassini. Et alors, on pense que la couche de glace qui entoure l'océan, on pense que c'est pareil, comme qu'il y a également un océan sous la couche de glace. On voit bien que c'est un satellite gelé. Hein. Alors là, on voit la couche de glace qui fait 18 à 22 km d'épaisseur, et au pôle sud d'Encelade, elle est simplement 1,5. On pense, voilà.
on voit les fissures d'où s'échappent les geysers. Et alors quand on fait la température, on voit que là où il y a des fissures, eh bien la température est moins froide qu'en dehors des fissures. Hein. Voilà. Alors donc on pense qu'il y a un océan qui ferait 45 km d'épaisseur et donc mais alors évidemment là quand il y a de la vapeur, voilà les images. Voilà, donc voilà en slide, voilà, on voit les fissures, voilà. Alors là quand c'est comme ça, on a mis des couleurs, hein, ça c'est des fausses couleurs le bleu. Hein. Voilà. Alors voilà et alors là évidemment donc il y a de l'eau qui va vaporer, ça gèle tout de suite. Hein. Alors il paraît que c'est pas, maintenant les gens me disent ne dis pas que c'est des geysers, voilà. C'est un peu compliqué. Alors là évidemment ça s'est montré à l'envers, mais c'est un peu compliqué parce que c'est compliqué comme phénomène parce que l'eau, la vapeur d'eau qui sort, elle gèle tout de suite. Quoi. Forcément. Alors voilà. Donc c'est pareil. Alors il y a un corps rocheux, un océan et une couche de glace. Et là donc ici, ils ont présenté pas très différemment, mais là bon, voilà. Donc les gels sont actifs par du pôle sud. Voilà. Donc voilà le modèle du geyser froid, voilà, c'est pas, justement, c'est un geyser très spécial, et voilà, donc, l'eau glacée, le noyau rocheux chaud, échauffement par les forces de marée, donc vous voyez que calculer la température uniquement à partir de la température de l'étoile et la distance de l'objet par rapport à l'étoile, et on voit que c'est pas ça, il y a des tas d'autres processus physiques, hein, comme, qui peuvent réchauffer. Donc il y a les forces de marée, il y a voilà, et puis je sais pas ce que ça peut donner les champs magnétiques, je sais pas. Enfin bon voilà, mais en tout cas, on voit que c'est beaucoup plus chaud que si on compte simplement que si c'était une planète comme ça, quoi, sans rien, sans force de marée, etc. Voilà. Et voilà. Alors donc, on montre bien. Alors ça c'est très intéressant parce que on voit bien dans notre système solaire que l'eau liquide, et c'est plus compliqué, hein, et que donc définir la zone habitable dans laquelle, ben déjà, faut vraiment être sûr que c'est là où il y a de l'eau liquide. Bon, déjà, ça c'est déjà, bon, ce qu'on a trouvé de moins mauvais. Mais après, on voit que ça s'agrandit en fonction des caractéristiques physiques et d'autres processus qui peuvent réchauffer l'eau qui se trouve, logiquement devrait être complètement gelée et qui peut quand même être liquide. Voilà. Alors maintenant, ben, c'est pour la prochaine fois, ben, qu'est-ce qui va se passer dans les planètes extrasolaires. Voilà. Donc, et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, vas-y. Est-ce que la preuve d'eau liquide et de température, on va dire, la bonne température, Le liquide, forcément, entre 0 et 100 degrés. oui, est-ce que c'est les seules conditions Pour avoir de liquide. oui, est-ce que c'est les seules conditions Quand c'est salé, non. Si tu sais que si la pression change, ça change. Les conditions, D'accord. hein. Et puis il y a si c'est salé aussi, ça change. L'eau salée gèle beaucoup à plus basse température. La mer gèle à plus basse température qu'une rivière, par exemple. Enfin, la rivière, c'est compliqué parce qu'il y a le courant. La mer aussi, mais enfin, ça arrive, forcément, la mer gèle. Sinon, il y aurait pas de banquise. Tu vois. Mais là, tu vois, il y a des feux de pression, il y a toutes sortes de conditions. Et puis alors, on peut aussi imaginer une vie qui soit avec autre chose que du carbone et de l'eau liquide. Bon, pour l'instant, on est vraiment basé là-dessus parce que l'eau a l'air de quand même posséder beaucoup de caractéristiques qui la rendent très utile à la vie. Mais là, on est vraiment en plein. C'est vraiment bon pour l'instant. On t'attend. Il y a des gens qui essayent de voir si c'est possible d'imaginer une vie basée sur le méthane, l'éthane, etc. Là, ça c'est à cause des titans, en particulier. Mais même avant, on en parlait avant aussi. C'est tous les problèmes de la chimie organique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez
avez évoqué les anneaux de Jupiter et Saturne. Oui. Est-ce qu'on a une idée claire de l'origine de ces anneaux? C'est une, Ah, le processus de formation? processus de formation. Oui. Ah, ça, je ne sais pas. Je crois pas. Franchement, je ne crois pas, mais je ne voudrais pas dire des bêtises. C'est pas uniquement des planètes, enfin, des satellites qui ont été brisés par des. Bah, par non, des c'est ce qui se passe. satellites. Non, parce qu'au début, au début, non, je sais pas. Je sais pas parce que vous savez, c'est dans la formation des systèmes solaires, des systèmes planétaires, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas encore. Alors la formation des anneaux, ça, je sais pas. Je sais pas si c'est. C'est même, je dis même dans la formation des planètes, etc. Il y a des pas entre le moment où vous avez des petites, des particules, enfin bon, donc les molécules, et puis qu'après ça, qu'ils arrivent à faire des planètes, il y a toutes sortes de, comment ça s'agrège, comment, etc. Ça il y a tout un pas, et il y a des tas de choses pour lesquelles on ne sait pas encore. Et ça, pour la formation des satellites, ça, je ne sais pas. Je crois pas qu'on le sache, mais je vais pas dire des bêtises. Alors, du coup, la recherche de vie sur Mars est complètement abandonnée, du coup. Là. Ah, bah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, Curiosity, non, il cherche, tu vois, il veut creuser justement pour voir s'il n'y aurait pas des, on sait que la vie sur Mars, si elle existe, elle sera, comme on n'a pas trouvé sur Terre, enfin, sur la Terre, voilà, externe, on pense éventuellement interne, donc pour creuser, voir s'il n'y aurait pas une vie dedans, parce que on pense qu'il y a eu autrefois de l'eau, et que l'eau, elle est, bon, il y a des traces, etc., elle est à l'intérieur. Donc, est-ce que la vie serait partie en même temps? Mais on croit-on sérieusement qu'il y a potentiellement eu, ou il y a une forme de vie sur Mars, ou c'est une façon de Ah, une forme de vie, non, j'ai dit de l'eau. de l'eau? Non. Mais c'est pas l'eau. Si on considère que l'eau c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour l'avoir, la vie. Non, parce que si on cherche justement, on va voir ça dans le reste des cours, mais la vie, on ne sait pas du tout. Hein. Donc, pour la vie sur Terre, il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que la Lune joue un rôle de stabilisateur par rapport à l'orientation de la Terre, hein, et que par conséquent, le problème c'est que la Terre, l'existence de la Terre et de la Lune, c'est lié, il y a eu une catastrophe, donc un événement, justement, c'est une collision, un événement relativement rare, hein, ce n'est pas un processus habituel. Hein, et si c'est vraiment, et alors donc on pense que, enfin, c'est certaines théories qui pensent que la Lune joue un rôle de stabilisateur, ce qui évite que l'axe de la Terre n'oscille de façon chaotique, mais à ce moment-là, pour que le climat reste suffisamment stable, pour que la vie se développe et se perfectionne de façon jusqu'à arriver à nous, qui est quand même très chouette, voilà, et ben, s'il y a besoin d'un événement improbable, c'est embêtant. Vous voyez ce que je veux dire? Si la Lune, si vraiment la Lune a servi, c'est ça, s'il a vraiment besoin d'un climat stable, et que le climat stable de la Terre est dû au fait que la Lune, pratiquement, qui joue un rôle de stabilisateur, et s'il y a besoin de ça pour avoir un climat stable, eh ben, il n'y aura pas beaucoup de vie ailleurs, parce que l'événement d'un cataclysme est relativement rare. Voilà. Et il ne suffit pas qu'il y ait une bonne planète au bon endroit et tout ça. Ouais, je ne sais pas ce qu'on appelle la planète stabilisée, mais enfin, l'ensemble des planètes du système solaire sont des planètes relativement stables, ils ont une orbite définie. Non, ce que je veux dire, c'est pas ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est l'orientation. Par exemple, Uranus est complètement couché. La Terre a une inclinaison de 23,27°, ce qui donne les saisons. Hein, Uranus est complètement couché, donc comme ça. Voilà. Donc, alors, à ce moment, et je crois que l'axe peut varier de façon très, très, très importante. Et est-ce que, avec un axe qui varie de façon très importante, est-ce qu'il peut y avoir un climat qui soit stable pendant suffisamment longtemps pour que des êtres vivants puissent exister, se prospérer et se compliquer jusqu'à arriver à nous, enfin disons, autre chose que simplement une petite cellule. Voilà. Enfin, on verra ça, c'est la suite.
Merci.